Coucou, nous revoilà, c'est Pierre au micro avec mon ami Jacques qui est sur l'autre micro. Toi, tu es sur le micro 2. Comment vas-tu, Jacques? Bonjour, ça va très bien et toi? Ah, ça va très très bien. Et de toute façon, quand on est derrière ces micros, la vie change. Oui, c'est un plaisir d'être derrière le micro pour on sait qu'on va s'amuser pendant quelques minutes, voire un peu plus. Et on espère que nous allons vous amuser sur la voie d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. Donc Jacques, aujourd'hui aujourd'hui on va faire un truc spécial. On va faire un truc spécial. On a un fil rouge. Oui. On a un fil rouge qui n'est absolument pas une date anniversaire, il faut le dire ce qui est. Non. On a un fil rouge parce qu'on avait envie de se faire plaisir, toi et moi. Voilà. En fait, moi j'ai eu l'idée de transformer notre émission en ciné-club de Patrick Brion qui animait le ciné-club sur France 3. Nous allons vous parler film et musique aujourd'hui. Donc, ce soir, mes amis, nous allons regarder un film. En 1967, les Beatles. Tourné en 1967. Un sur film les Beatles qui s'appelle Magical Mystery Tour. Avant qu'on en parle, Jacques, tu peux nous redire un peu en quoi consiste notre générique là? C'est 12 Bar Original. 12 Bar Original, qui est un enregistrement qui date de l'album Rubber Soul, qui n'a pas été retenu. C'est pas parmi les plus grandes réussites des Beatles. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils ont fait un morceau co-signé par les quatre, c'est pas non plus les plus grandes réussites. Mais enfin, bon, voilà, c'est aussi une bonne matière, une bonne entrée en matière pour notre émission. Donc, le fil rouge, comme Jack vous l'a dévoilé tout à l'heure, c'est l'album Magical Mystery Tour. Et le film. Donc on est ensemble pendant 2 heures. Alors nous allons décomposer les 2 heures de manière suivante. On va être presque fidèle à l'album dans la première heure, sauf qu'on va changer un peu le sens et après l'ordre des morceaux. Je veux dire, tu vas nous expliquer pourquoi après. Et puis ensuite, dans la deuxième heure, nous allons vous passer des covers, des reprises, ou alors des outtakes, comme on dit, des inédits des Beatles sur ce Magical Mystery Tour. Donc, vous avez le choix. D'abord, si vous n'aimez pas les Beatles, éteignez votre radio, n'écoutez pas le canal 60, ça c'est pas la peine. Si, restez, vous allez voir, c'est plein de surprises. Si vous aimez les Beatles, ce dont nous ne doutons en aucun cas, restez branchés. Et alors là, si vous trouvez que le film et l'album de Magical Mystery Tour en 1967, c'est ça, oui, Jacques? En octobre, c'était Non, décembre 1967. Décembre, pardon. Eh bien, restez avec nous parce que vous allez apprendre des choses intéressantes. Moi, ce que je te propose, Jacques, juste pour une mise en bouche, si on écoutait juste le premier titre qui nous dit « Welcome ». Roll up for the Magical Mystery Tour. Tu sais, Jacques, ce qu'il y a de fantastique avec les Beatles, on est triste, on est de mauvaise humeur, on écoute les Beatles et on n'est plus triste, on n'est plus de mauvaise humeur. Ça, on le redit à chaque fois, la musique des Beatles devrait être remboursée par la sécurité sociale. Ouais, bon, alors Magical Mystery Tour. T'as des choses à dire, Jacques? Oui, j'ai des choses à dire, comme d'habitude. Nos amis maintenant, ceux qui nous écoutent en dehors de cette enceinte, grâce à des réseaux spéciaux, on en ont l'habitude. Excuse-moi, je vais faire une parenthèse, Jacques, avant. Parce que ceux qui ont l'habitude, mais il y a ceux qui, heureusement, n'ont pas l'habitude. Surtout n'ont pas l'habitude, et c'est grâce à... Au micro, vous avez Jacques Volcouf, qui est vraiment le monsieur Beatles en France et de Navarre. C'est un garçon charmant. Oh, merci. Qui connaît pas tout sur les Beatles, il connaît que 99,9%. Et puis, de l'autre côté, vous m'avez moi, Pierre, le néophyte, le candide, qui connaît bien sa musique aussi. Qui connaît rien sur les Beatles et qui, à chaque émission, en apprend avec Jacques. Donc, Magical Mystery Tour. Alors, effectivement, tout à l'heure, tu nous as un petit peu parlé de cette émission. On a décidé de faire 2 choses ensemble, après la décision ensemble. D'abord, on
on va suivre l'ordre des chansons telles qu'elles apparaissent dans le téléfilm. Et la seconde partie, on a repris l'ordre des chansons telles qu'elles apparaissent sur le disque cette fois. Et il faut savoir qu'il y a une source de confusion, sachons-le, pour un grand nombre de gens. C'est que le support qui est le plus souvent disponible aujourd'hui, soit le CD, soit quand c'était les vinyles, c'est de format 33 tours, donc avec 2 faces, et les gens pensent que la seconde face sont des chansons du film. Pas du tout. Les point du tout. Que nenni. Il faut savoir que, à l'époque, les Beatles en Angleterre avaient enregistré un certain nombre de chansons pour l'album, pour le film, et que c'était pas assez pour constituer un 33 tours. Et c'était trop pour un 45 tours, parce qu'il y avait plus que 4 chansons. On pouvait faire 4 titres, ce qu'on appelait les EP, les Extended Players. Et ce qu'il faut dire que sur un 33 tours, il y avait entre 10 et 13 chansons en général. Tout à fait. En gros, 5 ou 6 par face. Voilà. Et George Martin leur a proposé un truc assez étonnant, de faire un double EP avec un petit livret magnifique qui ferait aussi un très beau cadeau de fin de Noël, assez original. Que j'ai donné à mon meilleur ami. Voilà. Et c'est ce que donc les Beatles ont proposé. Il y a un certain nombre de pays. En France, c'est sorti comme ça. En Allemagne, dans un premier temps, c'est sorti comme ça. Mais les Américains, ils voulaient absolument pas de ce format-là. Et comme ils l'ont fait pendant toute la première partie de la carrière des Beatles, ils ont fait leur propre album. Alors, sur la première face, il y avait donc les chansons qui sont dans le film, oui. Et sur la seconde face, ils ont utilisé les chansons qui étaient sorties en 45 tours par les Beatles au cours de cette année. Donc c'est très clair. Donc, lors de la première partie, tu as dit qu'on allait écouter les titres dans l'ordre d'apparition sur scène, si j'ose dire. Oui, à l'écran. D'accord. Et alors, l'idée de Magical Mystery Tour, c'est un film dont la première idée est venue dans la tête de Paul McCartney alors qu'il était avec Mal Evans dans l'avion de retour des États-Unis où il avait rendu visite, je crois, à Jane Asher, c'était vers la fin des enregistrements de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et tout d'un coup, il a l'idée de faire ce téléfilm et il avait tellement d'idées qu'il dit attends, il faut mettre ça un peu dans l'ordre. Il a dessiné un cercle et il a fait comme des tranches de camembert, et chaque tranche de camembert c'était une séquence du film qu'il a proposé aux autres au courant du mois d'avril. Les autres ont été pleins d'idées, et donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque malheureusement est arrivé un événement tragique dans la carrière des Beatles au cours de l'été 1967, alors qu'ils étaient en méditation avec le Maharishi Mahesh Yogi à Bangor. Ils ont appris la mort de Brian Epstein, la mort de leur manager Brian Epstein. On a cru à un moment que les Beatles se sont lancés dans cette histoire après. On sait que parfois, dans des périodes de deuil très importantes, la meilleure façon de traverser ces moments-là, c'est de bosser, c'est de s'enivrer de travail. Et en réalité, les premières idées sont arrivées au mois d'avril. Ils ont commencé à enregistrer les chansons alors qu'ils étaient encore en train de travailler avec sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et ça s'est étendu jusqu'à la fin du mois de septembre, où le tournage a eu lieu en fait en septembre 1967. Donc, alors, l'idée de Magical Mystery Tour, elle est très simple. Oui. Il existe en Angleterre, encore aujourd'hui, des agences de voyage qui proposent des voyages. Elles disent surtout pas aux gens qui vont prendre une excursion où ils vont aller et combien de temps ça va durer. Et ça, donc l'idée des Beatles, c'est d'y rajouter de la magie même un petit peu hallucinogène, et ils sont partis sur cette idée-là. Et il est vrai que souvent, il y a des gens de Liverpool qui vont descendre vers le sud de l'Angleterre dans un bus, et puis ça se termine bien sûr par des beuveries, puisqu'on emmène beaucoup de caisses de bière à l'intérieur du bus. Alors donc, si je t'écoute bien, si j'ai bien compris, le premier titre du film, c'était Magical Mystery Tour. Tout à fait. Et ensuite arrive The Fool on the Hill. Alors, eh bien, on va effectivement bon, d'abord, il faut savoir, dans Magical Mystery Tour, il y a tout un tas de personnages un peu particuliers et qu'on voit dans la première séquence. Oui. On les voit. Il y a Ringo avec sa tante qui est une grosse dame, un peu à la Mama italienne. Ringo Starr, le batteur des Beatles. Et très vite, il y a cette séquence onirique qui a été tournée à Nice par Paul McCartney. Il est parti tout seul quasiment avec le caméraman. Et c'est cette chanson qui est l'un des grands morceaux du disque, The Fool on the Hill.
Jacques, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé, mis à part le fait que nous soyons sur le canal 60 de votre téléviseur, c'est les Beatles passaient pour un groupe, entre guillemets, propre. Je veux dire par là, par des gens qui ne prenaient pas trop de substance ou qui restaient maîtres d'eux-mêmes. The Fool on the Hill, ce serait pas un peu le contraire de ma pensée, par hasard? Ouais, effectivement, c'est le paradoxe. Les gens les ont perçus comme le groupe clean, etc. Et en fait, ils ont été aussi très très vite confrontés à cette notion de l'utilisation de la drogue dans leurs chansons. On se rappelle de Lucy in the Sky with Diamonds, LSD et de tout un tas d'autres chansons, Tomorrow Never Knows, Story Feels Forever, etc. Dans le cadre de The Fool on the Hill, il faut bien sûr penser à cela. Alors je disais que ça a été tourné à Nice et également dans l'arrière-pays, notamment aux Gorges du Loup ou du Verdon. Et effectivement, Paul McCartney qui parle de The Eyes in His Head, les yeux dans sa tête, qui parle effectivement d'une séquence où on le voit dodoliner de la tête dans le film, d'une façon hypnotique. C'est assez évident que, alors que dans le film, on le voit d'ailleurs tirer bien sérieusement sur une cigarette. Est-ce que c'est une cigarette normale ou est-ce que c'est autre chose? Il exhale la fumée et la séquence onirique commence. Donc on peut pas être plus clair en réalité. Hein. En fait, le film était peut-être sponsorisé par Isla. Et puis on peut se souvenir aussi d'une chose, c'est que dans A Day in the Life, qui est une chanson qui figure dans Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui était sorti le 1er janvier 1967, il y avait ce vers qui c'est I had a smoke and I went into a dream. J'ai tiré sur la cigarette et je suis parti dans un rêve. Et c'était au fond comme ça que la séquence de The Fool on the Hill est présentée dans le film. Musicalement, nous avons 2 harmonicas dans la chanson. Ouais. Qui sont dans les bouches de John Lennon et de George Harrison, qui est également la guitare acoustique. Ringo était la batterie, bien entendu, au maracas et au djil, qui est une sorte de percussion. Et il y a 3 flûtes qui sont par des musiciens studio, qui s'appellent Christopher Taylor, Richard Taylor et Jack Elleray. Je ne les connais pas personnellement. Moi non plus, mais bon, je tenais à donner ces détails qui sont très importants. C'est important parce détails que... consommateurs. Non, mais c'est important de savoir que les Beatles ne sont pas que des musiciens, c'est qu'ils donnent la chance à d'autres musiciens de rentrer dans leur univers. Et ça, je trouve ça extraordinaire d'humilité. On sait que lorsqu'ils ont présenté All You Need Is Love, en juin 1967 pour la Mondiovision, le petit documentaire qui les montre en train d'enregistrer All You Need Is Love, et il y avait un présentateur de la BBC qui disait il y a tout un tas de musiciens du monde de la musique classique qui disaient les Beatles s'entendent mieux avec des musiciens de la musique classique que des rockers. Mais ça ne m'étonne pas. Donc bien évidemment, j'espère que vous n'êtes pas un habitué de notre émission, bien que ça fasse plus d'un an maintenant que l'on fait ça. Ça fait presque 2 ans d'ailleurs. Oui. Et nous avions avant un générique, un indicatif. Nous commencions nos émissions par un titre. Tu nous en dis un peu sur ce titre? Alors, je vais sans trop rentrer dans les détails du film, et à un moment ils sont dans le car et le conducteur dit If you look on the left, the view is not very inspiring. Tu veux traduire ou je le traduis? Si vous regardez sur la gauche, ce que vous voyez n'apporte vraiment rien. Pas très inspirant. Ah, but if you look on the right. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Et là, qu'est-ce qu'on entend? Flying. En général, Jacques, les chansons des Beatles sont, pour ainsi dire, signées Lennon-McCartney. Qu'en est-il de Flying? Ben effectivement, nous avions parlé à l'instant de Toy Bar Originals, qui est une exception, c'est un instrumental composé par les 4 Beatles. Il en est de même ici pour Flying. Donc, qui est ce petit morceau, qui est le reflet du travail en commun du groupe, intégralement donc signé par les 4, enregistré le 8 septembre 1967. John a joué la mélodie de basse au mélotron, tandis que George et Paul utilisèrent différentes guitares.
Le groupe adjoindra ultérieurement des vocaux et les sons électriques à la fin sont façonnés par John et Ringo à l'aide de boucles de bande lues à l'envers. Alors il faut savoir que dans le film, la séquence montre des vues aériennes de nuages, de montagnes, etc. et qu'on voit tout un tas de couleurs différentes, du bleu, du rose, du jaune, etc. Et lorsque le film a été diffusé à la BBC, puisque la BBC en avait acheté les droits, d'ailleurs négocié par Paul McCartney, le responsable des achats à la BBC, enfin il a eu donc les Beatles au téléphone et c'est McCartney qui lui a répondu. Le gars a dit bon, de quoi s'agit-il et tout. Et Paul lui dit bah écoutez, si vous voulez, je viens vous voir. Ah bah je serais ravi. Donc il arrive le lendemain. Ils ont passé un quart d'heure ensemble et le deal a été fait à une vitesse grand V et il a acheté quasiment le film comme ça, sans même savoir de quoi il s'agissait. C'était les Beatles. Voilà, c'était les Beatles. C'était les Beatles. Alors justement, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, parce que le film a eu beaucoup de couleurs, mais la première diffusion était-elle en couleur? Eh bien voilà, effectivement, je parle de ça parce que le film a été diffusé le 26 décembre 1967 et il est passé en noir et blanc. Ce qui fait que cette séquence n'a plus aucun sens en noir et blanc. Le film a d'ailleurs été, on en reviendra tout à l'heure, a été le premier échec des Beatles. Premier échec commercial. C'est-à-dire le disque ne s'est pas vendu? Non, j'ai dit le film. Mais c'est pour ça que je te dis. Le film a été un four et les Beatles se sont fait vraiment lapidés sur la place publique. Lapidés parce que le film a été considéré comme un film brouillon, amateur, sans aucun sens et qui ne reflétait pas du tout l'esprit des Beatles tel qu'on l'a connu et que tu évoquais tout à l'heure dans cette richesse, cette fraîcheur, cet enthousiasme qu'on entend dans leurs chansons. Et heureusement, ça n'a pas été un souci pour le disque, qui a continué à être un succès gigantesque dans le monde entier. Et d'ailleurs, je rappelle que c'était un double EP et qu'il a atteint la deuxième place du hit parade en Angleterre, qui est quasiment unique dans l'histoire de la musique. Alors bon, on s'est rattrapé depuis et j'expliquerai pourquoi les gens se sont trompés sur Magical Mystery Tour un peu plus tard. Donc, en suivant Flying, on va atterrir et nous allons retrouver les morses on revient sur Terre, sur la glace. Oui. Alors il y a une partie. Alors il faut savoir que le tournage ça a été au départ catastrophique, c'est-à-dire que les Beatles n'avaient absolument aucune idée comment on tourne un film, que tout doit être planifié à l'avance, les uniformes des comédiens, les castings, les lieux où on va tourner, prévoir de louer des studios, tout ça était. Paul avait noté ça sur des feuilles quelques heures avant de commencer le tournage. Donc on leur a dit mais attendez, c'est pas possible. Donc ça a été repoussé de 15 jours. Et même 15 jours après de commencer le tournage, ça a été assez étonnant. Et comme ils ne pouvaient pas avoir des studios professionnels, ils ont trouvé une base de l'armée de la Royal Air Force qui est à Westmaling, où il y avait des grands hangars gigantesques et c'est là qu'ils ont tourné une grande partie du film, dont une séquence qui est certainement le top du film et qui est qui est un vidéoclip même. Et qui est un vidéoclip avant l'heure, I Am the Walrus. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré. Sur le canal 60 de votre téléviseur. Dis-moi Jacques, cette chanson, I Am the Walrus, ça n'a pas un petit rapport avec la supposée mort de Paul McCartney? Oui, on a découvert tout un tas d'indices là-dessus. D'abord, il faut savoir que c'est une chanson inimaginable et qu'on pourrait faire 2 heures à parler de cette chanson tellement il y a d'indices, d'éléments et de richesses à la fois dans les paroles et dans la façon dont le disque a été enregistré. On le sait pendant qu'ils étaient en train de commencer à faire le mixage de la chanson, ils ont entendu une pièce de Shakespeare qui passait à la radio, qui est King Lear, et qu'ils ont donc utilisé dans les mixages qu'on entend à la fin. Et c'est un formidable clin d'œil à Lewis Carroll et le livre Alice au pays des merveilles. Et justement, puisque tu parles de la légende, je dis bien la légende de la mort de Paul McCartney, on y voit les Beatles avec des costumes un peu bizarres et
lors d'une chanson qui figure sur l'album suivant, qui est le double album blanc, une chanson qui s'appelle Glass Onion. John Lennon disait The walrus was Paul. Le mort was Paul. Le mort était Paul. Voilà. Le morse c'était Paul. Le morse c'était Paul. Et alors que dans cette chanson, on vient d'entendre, John dit I am the walrus, c'est-à-dire je suis le morse. Et aussi dans cet album, excuse-moi, je te coupe, ils sont en smoking blanc et puis Paul a alors, effectivement, une fleur noire voilà, à la boutonnière. C'est effectivement dans la séquence de Your Mother Should Know, dont on va parler tout à l'heure. Ils ont tous les quatre à la boutonnière une petite rose. Les roses de John, de George et Ringo sont rouges et celle de Paul est noire. Dans les accoutrements que les Beatles ont effectivement revêtus pour la séquence, John, bien sûr, est déguisé en morse. Paul a son masque d'hippopotame. George a une tête de lapin et Ringo et son travestissement de coq est affublé des lunettes de John Lennon. Donc on est loin de ce que disait Lennon. Mais il faut savoir que vraiment ils ont passé beaucoup de temps au tournage du clip. Ils utilisaient 24 caméras où ils ont fait 24 reprises différentes. En tout cas, ça reste l'un des grands moments du film. Donc nous suivons la séquence du film. Après ce morceau, dans le film, nous avions Blue Jay Way. Alors, Blue Jay Way a été également tourné à West Malling. C'est, comme on le sait, une chanson que George a écrite alors qu'il attendait des amis à Los Angeles et qu'il était en train doucement de s'endormir. Et c'est devenu Blue Jay Way. Don't be long, or I may be asleep. Dis-moi, mon petit garçon, c'est quoi la Blue Jay Way? C'est le nom d'une rue d'Hollywood qui surplombait Sunset Boulevard, ouais. dont on a une vue panoramique d'Hollywood et du bassin de Los Angeles. D'accord. Et on y accède par un chemin compliqué et d'autant plus difficile à trouver la nuit et dans le brouillard. C'est ce que dit George Harrison dans la chanson. Et l'ami en question qui l'attendait, c'était Derek Taylor, l'attaché de presse des Beatles. Et il avait le jet lag, il s'écroulait et il lui dit une piste d'ambulant ne tarde pas trop à arriver. La séquence a été donc, comme je l'ai expliqué, tournée à West Malling. On voit George assis en tailleur, par terre dessiné, il y a un clavier et il appuie dessus comme s'il avait un véritable piano devant lui. Et derrière lui, il y a petit à petit qui surgit de l'ombre et surtout de ce brouillard, le car qui va peut-être l'écraser. Il y a une partie du film qui a été tournée chez Ringo, donc dans son jardin, où on les voit jouer comme une sorte de marelle ou un truc comme ça. Il joue au football et derrière il y a un arbre et tout à fait dans le fond il y a un violoncelle et ils jouent chacun un violoncelle et à la fin le violoncelle est au pied de l'escalier et il explose et c'est la toute dernière séquence qu'ils ont filmée avant le montage du film en septembre 1967. Tu sais ce que tu viens de dire, Jacques? Ta mère aurait dû le savoir. Ma mère, oui, oui, tout à fait. Alors là, on arrive à la fin du film, qui est la séquence qui donc termine le film, qui achève le film, qui est un formidable clin d'œil aux comédies musicales de Busby Berkeley, et c'est une chanson qui s'appelle Your Mother Should Know. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, canal 60 de votre téléviseur. Notre fil rouge du jour, c'est The Magical Mystery Tour. Et Jacques vous explique les conditions du tournage du film, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les joies qu'ils ont eues, beaucoup de choses. Alors, Your Mother Should Know est la chanson qui était en compétition avec All You Need Is Love pour la Mondovision, et on sait que c'est All You Need Is Love qui a été choisie. C'est également la dernière chanson que les Beatles ont enregistrée avant la mort de Brian Epstein. Ils ont terminé l'enregistrement après, mais il fallait le dire. Les raisons principales de l'échec de Magical Mystery Tour, c'est que c'est un film qui n'était pas universel comme l'ont
l'avaient été les Beatles depuis le début de leur carrière, mais que c'était un film qui était truffé de ce qu'on dit en anglais des private jokes, c'est-à-dire des blagues locales, qui étaient à la fois typiquement anglaises et en plus typiquement de Liverpool. Alors Magical Mystery Tour est un film qu'on aurait pu sous-titrer par dérision tous azimuts, où il passe en revue un certain nombre de travers de la société. L'armée est mise en boîte par une séquence où il y a Victor Spinetti qui jouait avec eux dans Hard Day's Night et Help, où il veut absolument que tous les occupants du car deviennent des soldats, et il ne parle pas avec eux avec un langage normal, mais avec des onomatopées. Il y a un marathon symbole où tous les personnages sont des personnages types de la société britannique. Il y a des ecclésiastiques, il y a bien sûr tout un tas de gens qui sont soit dans des Rolls, soit dans des Dino Ferrari, soit qui sont avec des bicyclettes. Il y a le côté psychédéliquement vôtre avec Flying. Il y a un intermède magico-homo, puisqu'il y a des véritables magiciens qui sont d'ailleurs interprétés par les Beatles eux-mêmes. Bien sûr le pastiche de Hollywood avec Your Mother Should Know. Et effectivement, on peut dire qu'ils ont essayé de passer par tout un tas de séquences. Il y a une séquence qui est antérieure à la grande bouffe, où on voit John qui serve des tonnes et des tonnes de spaghettis à la tante de Ringo. Il y a une séquence d'ailleurs romantique entre eux deux. Alors normalement c'est la romance hollywoodienne, et là c'est un vieux monsieur qui fait la cour à une dame obèse. Donc c'est aussi ce genre de trucs grotesques qu'on a vu dans certains films après, dans les années 70, qui sont ici interprétés par les acteurs choisis par les Beatles. Il y a bien sûr Accordéon pot pourri, qui est cette séquence où à la fin du film ils sont tous dans le car et ils chantent, comme il arrive souvent quand on est dans un car, chacun se met à chanter et on boit de la bière à profusion. Bien sûr c'est dit tout ça en quelques minutes, mais ça nécessiterait une émission complète d'1 heure à décrypter le film image après image, et ceux qui n'ont pas eu ces clés-là ont bien entendu sont passés à côté. Alors il y a des gens qui peuvent à vouloir avoir ces clés et se pencher, se dire après bah oui, au fond il y a ça dans le film, il y a ça dans le film que j'ai pas eu, et d'autres qui vont rester sur les idées et ne vont pas vouloir aller plus loin. En tout cas c'est un film qui avec le temps est devenu un film culte. Il a été réédité d'une façon magnifique dans un DVD et un Blu-ray en 2012 en coffret, que je vous conseille de vous procurer. Vous y découvrirez des jolies et de belles séquences, y compris dans les bonus qui figurent. C'est un bel objet. Voilà, Magical Mystery Tour est pour moi le chef-d'œuvre incompris des Beatles, et je maintiens absolument mon point de vue. Penny Lane, there is a barber showing photographs. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, de Canal 60 de votre téléviseur. Non, ne changez pas de chaîne. Nous ne faisons pas une émission de hard avec Jacques. Nous faisons une émission sur les Beatles dans le fil rouge et le Magical Mystery Tour. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette version est interprétée par Butchering the Beatles. Ça veut dire découper, je sais pas comment on pourrait traduire. Massacrer les Beatles. Voilà, massacrer les Beatles. Pour ça, ceux qui aiment le hard, moi j'aime bien le hard, je trouve que c'est une bonne version déjà. Elle est de 2006. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 39 ans, eh bien, les Beatles sont toujours présents avec des groupes de la nouvelle génération, autrement dit presque 2 générations plus tard. Et voilà. Donc on ne va pas rentrer dans le débat habituel de dire les Beatles, pas les Beatles. Ils ont ouvert une porte et la porte n'est toujours pas fermée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Puis quand on a travaillé ensemble à trouver ces chansons, on n'a pas eu de mal en fait. Les Beatles, toutes les chansons des Beatles ont été reprises dans tous les styles possibles et imaginables, y compris les chansons les plus faibles de leur répertoire, comme on va pouvoir le voir. Donc, le fil rouge qui est Magical Mystery Tour. La première partie, comme on vous l'a dit, nous avons retracé le film, l'ordre des chansons dans lequel elles apparaissent dans le film. Et puis là, maintenant, la deuxième partie, qui, pendant 1 heure, nous allons vous mettre des interprétations d'autres groupes, de gens connus, de gens un peu moins connus, mais également des interprétations inédites, comme on dit, des outtakes des Beatles.
Et là, Jacques, de Fool on the Hill, qui est uniquement chanté par Paul McCartney, là, mais tu peux nous en dire un peu? Bah, c'est une version alternative qui est extraite des deux doubles albums qui sont sortis pour l'anthologie en 95 et en 96. Et effectivement, c'est une version qui n'est pas encore complètement aboutie. Nous, on aime bien ici, de temps en temps, vous passez des versions différentes. Et donc, on va étudier, on va écouter cette version qui figure dans le deuxième double album de l'anthologie, The Fool on the Hill. Vous savez, la question que je pose souvent à Jacques, est-ce que tu as quelque chose à dire? Sur cette version tirée de l'anthologie 2 du deuxième compact, est-ce que tu as quelque chose à dire? Et oui, et si on écoute bien les paroles et qu'on connaît les paroles, ce ne sont pas les paroles de la version définitive. Il y a encore travaillé et il a modifié, donc c'est une version vraiment différente. Donc, vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors là, on va parler d'un japonais un peu spécial. Son nom d'artiste, Jacques, tu peux me rappeler son nom d'artiste? Alors, le nom de ce musicien qui a repris, étonnamment, il existe une version de Flying, s'appelle Yona Bayashi. Et son vrai nom, c'est Hiromasa Yone Bayashi. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né en 1973. Après Autrement dit, 6 ans après cet album. Et il avait à peu près 25 ans, donc, quand il a fait cette version de Flying. Encore une fois, la porte que les Beatles avaient ouverte. Et voilà, Flying par notre japonais qu'on aime tant. Très Pink Floyd. C'est incroyable, incroyable. Tiens, à ce sujet-là, ne loupez pas d'aller voir Roger Waters qui va passer au U Arena les 8 et 9 et peut-être 10 juin prochain. J'ai eu la chance de voir ce concert par 2 fois déjà en Espagne. Et c'est vraiment quelque chose. Et si je peux vous donner juste un conseil, ne vous asseyez pas en face, asseyez-vous sur le côté. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bon, Jacques, oui. Dans le film Magical Mystery Tour, il y a des choses qui n'ont pas été retenues, parce que comme dans tous les films, on tourne, on fait plein de choses, et on ne garde pas tout à la fin, parce que d'abord, on est tenu par le temps, mais aussi légèrement par la qualité également, et donc c'est aussi valable pour la musique. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Nous allons un album Gorilla, le groupe Bonzo Dog, et puis là encore, attends, je dis juste une petite chose. C'est que le groupe a été créé en 62, donc quand même 5 ans avant cet album. 5 ans après, ils ont refait une petite reprise de Magical Mystery Tour, si je me trompe. Ils ont fait un truc pour Magical Mystery Tour, puisqu'ils ont tourné avec comme certains membres des Monty Python, ils ont tourné dans le film. Pourquoi cette scène n'a-t-elle pas été retenue dans le film? Mais si tu parles de Def Cab for Cutie. Ben oui. Non, elle figure, c'est la scène, c'est la scène du striptease. Il y a une scène qui se déroule dans un. Attends, elle dure 3 secondes et demie dans le film. Non, elle dure 2 minutes et demie. Ils sont allés dans un des clubs de Paul Raymond, qui était le grand pape des boîtes de striptease à Londres. Oui. Et donc il y a cette séquence où il y a cette nana qui s'appelle Jan Carson qui se déshabille langoureusement, et c'est le groupe le Bonzo Dog du Daban qui interprète ce morceau, Def Cab for Cutie, avec Vivian Stanshall qui était leur musicien qui fait un pastiche de Elvis Presley absolument dégoulinant. Oui. Et il y a parmi effectivement les membres du groupe, il y a Neil Innes qui a fait partie des Rolls Royce, et un simple petit détail, c'est Cutie, c'était le surnom qu'on avait donné à Eddie Cochran, et Def Cab for Cutie parce qu'il est mort dans un accident de taxi en allant à l'aéroport à la fin d'une tournée anglaise. Oui, mais là, j'en reviens à la scène de striptease. Oui. Elle n'est pas plus longue dans La Vérité Vraie? On ne voit pas l'intégrale? Ah non, c'est censuré. Et en faisant des recherches sur Magical Mystery Tour pendant quelques jours, j'ai trouvé récemment sur YouTube la séquence non censurée, où on voit tous les appâts de cette jolie jeune femme qui s'appelle Jan Carson. Bon, écoute, donc... Def Cab for Cutie. Exactement. Vous êtes donc sur le canal 60 de votre téléviseur. La voix d'Ambroise.
Je vais te poser la question habituelle, Jacques. Est-ce que tu as des choses à dire? Mais oui, bien entendu, c'est bien sûr cette séquence est un joli clin d'œil au début de la carrière des Beatles, où il leur arrivait parfois de jouer derrière une stripteaseuse. Ils l'ont fait à Liverpool, dans un des clubs qui était tenu par celui qui leur trouvait des engagements à l'époque, qui s'appelait Alan Williams. Et puis, bien entendu, ils ont commencé à jouer à Hambourg, dans les boîtes malfamées du quartier de St. Pauli, le quartier chaud de Hambourg, où il y a bien entendu, il y avait beaucoup de stripteaseuses. Je suis jamais allé dans un club de striptease. Et toi? Moi, j'y suis allé une fois, justement, dans les Paul Raymond Revue Bar. Je crois que j'y suis allé avec un ami anglais. Il faudrait peut-être que je me repaye. Oh, Hein, non, on peut s'en pas. passer. On peut Oui, s'en passer. ouais, je pense. Alors, là, dans la deuxième partie, nous n'avons pas respecté l'ordre du film. Mais l'ordre du disque. Mais l'ordre du disque, exactement. Donc, la cinquième chanson, c'est Blue Jay Way, qui est interprétée par Bud Shank. Alors, Bud Shank, c'est un saxophoniste flûtiste, mais c'est un énorme. On ne va pas trop s'étendre sur sa carrière, mais il a joué avec Chet Baker, il a joué avec Patti Page, il avait joué aussi avec Ravi Shankar. Ravi Shankar, qui est un homme qui a compté dans la vie des Beatles. Il a joué avec Sergio Mendes, s'il te plaît. Et là où il est le plus connu, peut-être, il a joué dans California Dreaming, des Mamas et des Papas, avec Mama Cass, évidemment. Bien sûr. Ensuite, il a fait quelque chose que vous connaissez tous, mes enfants. Dans Mission Impossible, il a joué la clarinette du générique que l'on connaît tous, de Lalo Schifrin, Mission Impossible. Enfin, je ne vous explique pas. Il a joué également avec Harry Nilsson, il a joué avec Bob Skaggs, il avait avec Charlie Bird Trio. Donc, nous avons choisi de vous proposer aujourd'hui Blue Jay Way, interprété par Bud Shank, sur le canal 60 de votre téléviseur. Ah, le disque n'est pas parti, ma parole. Ouais. Tu vois, c'est ça que je trouve de merveilleux. Là, on vient d'entendre un saxophoniste hors pair quand même, puisqu'il a joué avec le monde entier et dans le monde entier. Eh bien, quand tu entends Ritchie Blackmore, tu reconnais sa guitare. Quand tu entends Ringo Starr, tu reconnais son beat. Mais les saxophonistes, ils ont un tel don de s'adapter à la musique jouée par leurs musiciens que c'en est du génie. Et lui, bon, il faut aimer un peu de jazz pour... Bien sûr. Tu vois, mais enfin, voilà. Donc, mais c'est vrai que toi et moi, quand on choisit ces versions différentes, on essaye de s'écarter quand même des versions originales, parce que sinon ça n'a pas un grand intérêt. Un copier-coller, ça n'a pas un grand intérêt. Et là, on en a eu quand même, on a eu les meilleurs comme les pires. Je suis tombé sur une version de Björk, de Fool on the Hill, qui est chantée en islandais. Bon, elle avait 12 ans à l'époque, c'était marrant, mais c'était totalement anecdotique. Là, quand même, on apporte quelque chose de nouveau dans l'écoute de ces morceaux que nous connaissons si bien. Absolument. Alors donc, on a dit, là on a écouté des petites personnes indépendantes, on va dire. On revient aux Beatles, on revient à cette chanson Your Mother Should Know. Et là aussi, alors là, t'as des choses à dire. Là, c'est vachement intéressant parce que j'avais assisté à une masterclass de Ken Scott, qui était l'un des ingénieurs du son des Beatles. Et il se souvenait qu'il était en studio et Paul et Ringo lui disent « Attends, on a une idée, etc. » Donc ils sont entrés en studio et ils n'ont fait qu'une prise. C'est-à-dire que Paul chante la chanson du début jusqu'à la fin sans interruption. Ringo est derrière, il suit comme un métronome. Et il nous expliquait qu'aujourd'hui, lorsqu'un musicien entre en studio, il fait deux accords et s'arrête, il dit comment c'est bon, etc. Et tout peut être monté d'une façon totalement chirurgicale, sans aucun élément humain. Et il nous avait fait notamment écouter une version de 5 Years de David Bowie, uniquement à la voix, et à la fin on entend que Bowie il pleure au micro. Donc c'est tellement humain que ça vous met la chair de poule. Et il dit les Beatles, c'est paf, d'un coup, sans interruption. Your Mother Should Know. Mais c'est très vrai ce que tu dis, mais tu me parles de Bowie, on n'entend pas aussi un téléphone qui sonne. Oui, ça c'est une autre histoire. C'était comme ça. On l'écoutera un jour. Ouais.
Your mother should know. Do you want us to do it again, George? Okay. With Siggy in mouth. It should fade out at the end anyway, so there was enough to fade out. Was that all right? Yes, that was all right, Paul. Thank you. Absolument. Thank you for asking, Paul. J'aime bien quand Paul pose des questions, notamment à la fin de chacun de ses concerts. Did you enjoy the show? Quite, yes. So, tu as des choses à me dire? Sur le morceau suivant, bien sûr. Oui, sur le morceau suivant. Alors, le morceau suivant, c'est quand même Shirley's Wild Accordion. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette Shirley? Ah oui, dis-moi ce qu'elle a fait musicalement, cette chère Tu veux que Shirley. je te dise? Eh bien, elle a accompagné Cliff Richard. Elle a accompagné Engelbert Humperdinck, Liberace. Alors, Liberace qui a été un excellent film avec Michael Douglas. Et un jour, je discutais avec un copain, il me dit, t'as vu Liberace? C'est Liberace. Et puis aussi, John Lennon lui a écrit un instrumental, le fameux Shirley Oui. Wild Accordion. Et c'est normal que ce soit John Lennon qui ait idée de faire ce petit morceau pour elle, puisque c'était pour illustrer une des séquences rejetées du film, puisque on parlait tout à l'heure des séquences qui n'étaient pas présentes dans le film. Ouais. C'est une petite séquence que John a tournée avec George, d'ailleurs, parce que George était à côté de lui, pour Nat Jackley, qui joue le rôle de Happy Nat dans le film. Séquence qui a été tournée à Newquay, autour de la piscine de Newquay. Il y avait tout un tas de jolies jeunes femmes en bikini. Il faisait très froid d'ailleurs ce jour-là. Et donc il poursuivait ces jeunes femmes. Ça apportait pas grand-chose. Et la musique non plus. D'ailleurs, vous allez le juger vous-même. Voilà. Vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur, de Last Puff, chanté par Spooky Tooth. Alors Spooky Tooth, je vais dire deux mots de Spooky Tooth. Le chanteur d'origine... Juste dire que c'est sur leur premier album, tout simplement, qui s'appelle Spooky Tooth aussi, je crois. Hein. Ah non. Non. Oh, non. Ah bon, c'est pas sur... Le premier album, il s'appelait Spooky Tooth. Oui. Et c'était Gary White qui était aux vocals. Mais et puis là, l'album s'appelait The Last Puff. Ah bon, c'est pas... J'ai cru que c'était sur le premier album. Non, c'est The Last Puff. Gary White est parti... Et puis, on connaît sa carrière. D'accord. Mais là, par contre, si tu veux savoir, il y a des messieurs que tu connais très bien. Parce Oui. qu'à la guitare... Bon, non, on va pas dire à la guitare tout de suite. Et au piano, il y avait Chris Stanton, qui a longtemps accompagné Joe Cocker. Ça, absolument. Et puis, il y avait un membre d'un groupe qui s'appelait The Grease Band. Henry McKillough. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Henry qu'est-ce qu'il a fait, ce Henry McKillough? D'abord, il a fait partie d'un groupe fondé par Paul McCartney qui s'appelle Wings. Et ensuite, George Harrison lui a fait enregistrer un album sur son propre label qui s'appelle Dark Horse et qui s'appelait Mind Your Own Business. Et voilà. Donc, c'est drôle, tu vois. Oui. Comme tu disais, parce qu'on se parle, Jacques et moi, pendant que nous écoutons de la musique et pendant que vous écoutez également, j'espère, notre musique sur le canal 60 de votre téléviseur, mais c'est comme si on pourrait imaginer à l'époque une famille d'à peu près une trentaine de personnes. Ils jouent un peu tous de tout et tous jouent avec tout le monde. Eh oui. Et puis après, ça se stabilise, ça devient des groupes plus stables. Parce Ou bien ils partent dans les albums solo et chacun vient y mettre sa patte. Exactement, parce que, tiens, encore un truc, bon, dans l'album d'après de Spooky Tooth qui s'appelait The Mirror, qui a joué dessus? Mickey Jones. Ah oui, Mickey Jones, The Foreigner. Leader de Foreigner, et qui a joué avec Johnny aussi. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est... Bon, écoutez, j'ai rien à dire. Mis à part, je vais te poser une question. Dans l'art de Paul McCartney, il y a un groupe qui s'appelle The Cure, oui. Monsieur Smith. Mais oui. Et il a repris une chanson, celui-là. Oh puisque c'était le propos de ce coffret qui s'appelait The Art of McCartney, et donc il a repris, si je me souviens bien, Hello Goodbye, et il a demandé au fils de Paul McCartney lui-même d'être à la guitare, dont James McCartney est à la guitare solo. Voilà, donc The Cure, groupe dont le leader est Robert Smith. Tu sais, Jacques, je veux pas être négatif pour être négatif, mais je trouve que cette version n'apporte trop rien. Ah non, absolument.
vraiment, c'est du copier-coller. Une sorte d'exemple, d'exercice imposé auquel ils se sont soumis de pas de bonne grâce, j'ai l'impression. Oui, voilà. Donc, écoute, hélas, le temps va nous manquer, donc on va sauter un peu quelques chansons, mais il y a quand même certaines chansons qu'on ne peut pas sauter. Oui. Par exemple, Baby You're a Rich Man de Martin. Martin Newell, Alors, très oui, belle version. Qui était un interprète en anglais, et puis qui lui aussi, il est né quand même légèrement après les Beatles, parce qu'il est né en 53. Donc, comme tu peux le voir, il est dans l'inspiration, dans le move anglais complètement. Alors, est-ce que tu veux me dire des choses sur ce Martin Newell ou... Non, simplement que sa version m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est à la fois contemporain, que ça rend hommage à la chanson des Beatles. Et puis, c'est un mec qui a été produit par un certain Andy Partridge XTC, dont on connaît l'amour pour les Beatles. Donc, c'est pas étonnant. Et il a été aussi dans la mouvance glam rock à une époque avec Marc Bolan et tout ça. Vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur. Je ne sais pas qui disait. Ouais, évidemment que je sais. Je te vois venir. Quand une bonne chanson est une bonne chanson, elle reste une bonne chanson, quelle que soit l'interprétation. Absolument, on ne peut pas en retirer cette expression et en tout cas cette façon de voir d'un certain John Lennon. Voilà, donc dis-moi Jacques. Oui. Nous arrivons au terme de cette émission, hélas. Et on est obligé de trapper tout tu à as fait choisi qu'on aime quelque beaucoup. chose. Oui, on a trappé, oui. Tu as choisi quelque chose Alors qui est assez exceptionnel. C'est vraiment dis-nous quelque chose que très peu de gens savent. C'est que Magical Mystery Tour aura dû comporter une chanson de Trafic qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle Here We Go Round the Mulberry Bush. Si elle veut bien. Oui, mais elle démarre très doucement. Eh oui, je me souviens. Donne le temps à la musique d'être. Soft. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur, et Here We Go Round the Mulberry Bush, chanté par Trafic, a été tourné sous forme de vidéoclip. Les Beatles avaient demandé au groupe ils avaient vraiment demandé au groupe de faire cette petite séquence et pensaient l'utiliser dans Magical Mystery Tour. La séquence a été coupée, elle figure dans la réédition du DVD et du Blu-ray en 2012, donc vous pouvez la voir dans ce document. Et je rappelle que la chanson est sortie en 1967. Trafic, grand groupe formé par Jim Capaldi, Dave Mason, Stevie Winwood et Chris Wood. 1, 2, 3, 4. Eh bien voilà Jacques. Et voilà, on s'en va. Eh oui, encore une mise en boîte. Encore une, oui. Mais tu sais, je viens de regarder, c'était notre 21e émission sur les Beatles. Eh bien, dis-moi, on l'a pas Tout vu ça passer. dans la joie, la bonne humeur. Oui, la joie et la Tu vois, bonne humeur, donc, surtout aujourd'hui. Ouais. Bon, moi j'espère que vous avez aimé cette émission autant que nous avons eu de plaisir à la faire. Comme on dit. Comme on dit, c'est ça traditionnel. En tout cas, que cette émission vous ait apporté de la joie, de la santé. Et puis que vous retourniez vite chez vous, parce qu'il va faire beau, quoi. Pas spécialement demain, mais les longs week-ends de mai se préparent. Donc allez, Voilà. allez. Que cette musique vous ait donné l'énergie qu'elle nous donne à nous à chaque fois qu'on l'écoute. Au revoir.